Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses et je vais vous présenter les premières nouveautés du mois de juillet. Il se trouve que toutes les premières nouveautés du mois de juillet sont entièrement des nouveautés du label What the Fuck. Petit hasard de calendrier, les 3 nouveautés de la semaine sont des tomes 4, donc 3 tomes 4 du label What the Fuck, et deuxième hasard, ça me fait toujours un petit peu rire ce genre de détails, ils sont tous avec des couvertures à dominante rouge. C'est la première fois du coup que je vais vous faire une vidéo où je parle vraiment que de titres exclusivement What the Fuck, donc je risque d'être un petit peu long, surtout que je risque de faire le point sur plusieurs choses. Je vais commencer quand même, comme d'habitude, en vous parlant de titres un à un, et je commence par Aime ton prochain, tome 4. Alors, il faut savoir que pour Aime ton prochain, on a eu des difficultés de la même manière que pour Samurai Comeback, comme je vous avais déjà expliqué, mais pour des raisons complètement différentes. Aime ton prochain au Japon, c'est un ouvrage qui a été intégralement prépublié dans des applications web et sur le net, ce qui fait que les fichiers ne sont pas à l'origine des fichiers prévus pour l'impression, même si au Japon ils ont l'habitude de gérer ça dans un second temps. Ça fait que les fichiers qu'on avait n'étaient pas des fichiers comme d'habitude en 1200 dpi en bitmap, mais on avait des fichiers en niveau de gris. Et comme je vous avais expliqué pour Samurai Comeback, on avait peur que l'impression rende mal, notamment que les trames puissent faire ce qu'on appelle le moirage, c'est-à-dire un espèce d'effet de grille sur les grilles. Et pour éviter ça, on a fait différents tests et la solution a été une solution assez similaire à ce qu'on a dû faire sur Samurai Comeback en appliquant un filtre sous Photoshop sur toutes les images de ce manga, qui fait que les trames de gris, on les aplatit pour que à l'impression ça rende plus propre et plus nickel. Ce que je trouve un peu marrant dans ce constat, c'est qu'on fait à peu près la même méthode de traitement des images pour deux raisons différentes et pour deux cas extrêmes. Le premier cas, dans le cas de Samurai Comeback, c'est que c'est un vieil ouvrage et que les fichiers fournis sont du coup des scans de livres imprimés, alors que pour Aime ton prochain, on est dans le cas inverse, absolument l'extrême inverse, c'est que c'est une série très récente, prévue à l'origine pour le web, et ce qui fait que voilà, on a un titre ancien, un titre très récent, et la méthode de traitement des fichiers pour avoir une impression propre, voilà, c'est quelque chose de très similaire pour les deux, et je trouve ça assez marrant. La deuxième chose que je peux vous dire sur Aime ton prochain, c'est à propos du titre français. En japonais, ce titre il s'appelle Ijosha no Ai, qui signifie un amour anormal, quelque chose dans ce goût-là. Et c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi au titre en français, en voyant les couvertures et en réfléchissant au sens de cet ouvrage, à savoir voilà, si on aime et si on se met dans des rapports amoureux pour les bonnes raisons ou pas, si on aime pour des raisons altruistes ou égoïstes, c'est ça qui est en fond de cette série-là aussi, et c'est comme ça qu'on peut la lire. Et bien voilà, on a proposé à l'éditeur japonais comme titre Aime ton prochain, pour questionner un peu sur l'hypocrisie générale et des individus. Et à chaque fois qu'on explique un titre pour la version française au Japon, je fais des gros mails, des gros pavés pour expliquer pourquoi, c'est quoi le sens, pourquoi on adapte comme ça. Et ce qui a été assez marrant, c'est que quand on a envoyé ce titre-là en validation au Japon, l'éditeur japonais nous a répondu « Haha, mais vous êtes marrant, vous avez pas vu, mais en fait c'est le titre aussi qu'on utilise en sous-titre anglais sur la série. » Et en fait, sur Aime ton prochain, et notamment au niveau de la prépublication sur les pages de chapitres, il mettait en anglais comme sous-titre Love Your Neighbor, donc aime ton voisin, mais en fait c'est exactement ça, c'est aime ton prochain. Et du coup ils ont rigolé, ils ont dit haha, vous êtes bien à Akata parce que vous trouvez des titres adaptés en français qui correspondent à peu près à l'image qu'on en avait. Là je vais m'arrêter là pour vous parler de Aime ton prochain, et on va passer au titre suivant, à savoir Frix Café. Alors Frix Café, par où commencer? Je vais commencer par vous donner les thématiques, on va dire, qui sont abordées dans cet ouvrage-là, à savoir le travestissement fétichiste, et j'insiste sur le fétichisme, parce que voilà, il y a des travestissements qui ne sont pas spécialement des travestissements fétichistes. Il y a l'hypoxiphilie, l'hématophilie, la nécrophilie, et un terme qui n'existe pas en français, que du coup on a repris en anglais, la scarphilia. Dans ce tome-là, en secret de création, on s'est amusé avec le graphiste justement à mettre un petit peu en pagaille la couverture, parce qu'il y a un personnage qui apparaît sur la couverture, qui est cette jeune fille, qui va être récurrente ensuite dans la suite de l'histoire, et qui va un peu mettre le bazar dans le quotidien du héros, et du coup on trouvait ça marrant et que ça faisait beaucoup de sens de chambouler la couverture à cette occasion-là. Après, je voudrais quand même commenter un petit peu sur le label What the Fuck. En fait, à chaque fois qu'on fait des nouveautés, on ne sait jamais comment les gens vont réagir, on ne sait jamais comment ça va se comporter en termes de succès commercial, de succès même d'estime. Et ce qui a été assez intriguant pour moi quand on a fait ce bouquin-là, c'est que les gens espéraient trouver un bouquin qui parlerait de manière très apaisée, peut-être très inclusive,
voilà, des différentes paraphilies. Et les gens ont oublié quand même que c'était un bouquin qui est dans le label What the Fuck. Le label What the Fuck, c'est pas notre label général, et la vocation du label What the Fuck, c'est pas de proposer des œuvres, on va dire, inclusives et sur la tolérance globalement et sur la compréhension de l'autre, mais plutôt pour regarder la noirceur de l'être humain, peut-être aussi d'une certaine manière comment nos sociétés modernes elles nous déphasent ou pas. Et c'est aussi des séries qui regardent l'entertainment, qui questionnent les limites aussi de notre culture judéo-chrétienne. Donc je pense qu'il y a eu un espèce de décalage entre les attentes de certains lecteurs et de l'ouvrage et de nous, les intentions qu'on y a mis dedans. Alors je sais que ce qui a pu beaucoup déstabiliser, c'est potentiellement notre résumé qui dit, voilà, dans Frix Café, découvrez le portrait de paraphile ordinaire, et que en fait dans Frix Café, ce ne sont pas du tout des paraphiles ordinaires, puisque ce sont beaucoup et très souvent des criminels, mais pas tous. Mais du coup c'est vrai que peut-être que les gens avaient des attentes différentes par rapport à ce que raconte l'ouvrage et à la manière dont ça le raconte. Alors peut-être que le résumé on aurait dû l'écrire un peu différemment. À notre décharge, le résumé japonais est assez similaire et l'ouvrage est présenté comme une espèce de déclaration d'amour à tous les paraphiles. Et puis de facto, je pense que ce qui déstabilise beaucoup les gens, et notamment avec des œuvres qui viennent du Japon parfois, c'est que les œuvres présentent des choses, des états de fait, des situations, et parfois sans jugement, parce que ce jugement il est parfois très judéo-chrétien, et ces notions de bien, de mal, ce genre de choses, voilà, je pense que c'est très ancré dans notre société judéo-chrétienne, et que voilà, les auteurs japonais, les artistes japonais, quand ils s'expriment, ils font des choses différemment, parfois ils mettent des choses, et ils laissent le jugement au lecteur. En plus, là, dans Frix Café, il y a quand même le personnage central, donc Hirosen Mitsu, qui est du coup le gérant du café, et qui lui, il est très à l'aise avec tous les paraphiles, et peu importe comment il se comporte, il accepte ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est très déstabilisant. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse justement dans ces œuvres, qui remuent, qui questionnent, c'est qu'elles présentent des choses, et elles laissent à chacun voilà, sa marge d'interprétation, sa marge de compréhension et de ressenti. Moi, personnellement, dans ma lecture de Frix Café, il y a une question qui est centrale, en fait, bien plus que la question de la paraphilie. La question qui est centrale dans Frix Café, c'est aussi la question du consentement. Et en fait, quand on regarde les différentes situations qui sont mises en scène dans Frix Café, ça devient problématique, le comportement des personnages qui sont mis en scène, à partir du moment où il y a non-respect du consentement. C'est pour ça que je trouve que l'œuvre elle est passionnante et qu'elle est complètement d'actualité. Alors après, elle le fait de manière trash, elle le fait de manière complètement décomplexée et très borderline. Mais voilà, c'est aussi ça la vocation du label What the Fuck, c'est de regarder notre humanité, de regarder sa noirceur des fois et de regarder comment ça peut déraper ou pas, et justement de savoir où est-ce que nous, en tant qu'individus, on place notre curseur de jugement de valeur. En fait, moi, ça m'intéresse toujours de questionner globalement la culture, les œuvres culturelles, l'entertainment et aussi notre culture à travers le label What the Fuck. Pour ça, je trouve que cette œuvre, elle est très intéressante et remuante. J'enchaîne avec la dernière nouveauté, et pas des moindres, parce que c'est Imizu tome 4. Et Imizu, c'est quand même un manga de Minoru Furuya, qui est un des auteurs les plus importants vraiment de la scène manga postmoderne, j'ai envie de dire. Bon, si je dois parler vite fait de secret de création, on avait conceptualisé la couverture un petit peu en miroir de Saltiness. Ça veut dire que si vous regardez les couvertures de Saltiness, on avait un personnage en pied, en entier, avec le logo en bas et un fond blanc. On a voulu faire vraiment l'extrême inverse en allant avec un personnage en plan plutôt américain, avec le logo en haut et un fond noir. Et on retrouve la même construction sur les jaquettes, avec sur le rabat un visuel, un peu de la même manière. Et si vous vous amusez à comparer les couvertures, on a vraiment essayé de réfléchir ça en miroir. Je profite vraiment de cette occasion pour remettre l'accent sur Imizu et notamment sur le travail de Minoru Furuya. Je ne vais pas vous mentir, les ventes de Imizu sont très décevantes, surtout par rapport à l'importance de l'ouvrage au Japon, et par rapport aussi à son importance sur la scène culturelle au Japon, sur l'impact que ça a eu sur de nombreux mangaka. Saltiness avait bien marché, et je pense que derrière le travail de Minoru Furuya a beaucoup déstabilisé. Alors on avait volontairement commencé à le publier en France avec Saltiness pour son aspect graphique, parce qu'il nous semblait que ça serait une très belle manière de mettre en avant la patte graphique du dessinateur. Et j'ai un peu l'impression que les gens se sont arrêtés sur l'aspect graphique de Imizu. Et c'est quelque chose que je trouve très dommageable, parce que là, on est sur une pierre angulaire du manga moderne, et j'ai envie de dire, il y a tout un pan du manga contemporain qu'on ne peut pas comprendre si on a lu Imizu. Et le tome 4 de Imizu, la fin, elle est brute, elle est vraiment brute de décoffrage. C'est une fin iconique qui est particulièrement importante, qui a choqué pas mal de monde.
et voilà, qui a vraiment, je pense, oui, choqué beaucoup de monde, et y compris des artistes, y compris des dessinateurs. Je rappelle que Imizu a été adapté au cinéma par Sono-Shion, qu'il l'a placé pour le coup dans un contexte post-Fukushima, et c'est pas pour rien parce que voilà, post-Fukushima, c'est aussi des questionnements sur l'avenir, sur une société qui n'a pas d'espoir et qui propose plus de solutions. C'est tout ça qu'évoque Imizu à travers des personnages qui sont tous des adolescents très désabusés et voilà, qui questionnent le monde des adultes. Et je pense que voilà, on est dans une époque où aussi les jeunes aujourd'hui vont beaucoup questionner les modèles sociétaux, économiques, écologiques qui ont été mis en place dans les sociétés, voilà, les sociétés d'aujourd'hui. Et du coup, je pense qu'Imizu est plus que jamais d'actualité, même si j'espère profondément que voilà, les solutions qui seront trouvées par les jeunes d'aujourd'hui ne seront pas les non-solutions qui sont trouvées dans Imizu. En caricaturant à l'extrême, hein, Imizu c'est un petit peu l'anti-orange ou l'opposé d'orange, mais voilà, c'est vraiment une œuvre qui est importante. Je dois avouer que je suis un peu, c'est toujours un peu délicat de se plaindre, mais je suis un petit peu sans voix du manque de visibilité médiatique dans certains types de médias de cet ouvrage-là. Alors il y a beaucoup de monde pour parler de certains types de shonen, de gros best-sellers qui cartonnent au Japon. Là il y a beaucoup de monde pour aller parler de ça, de mettre en avant des chiffres de vente, de mettre en avant des choses qui cartonnent et qui sont des renouveaux d'un paysage éditorial. Alors je ne doute pas que c'est le renouveau d'un paysage commercial. Est-ce que c'est le renouveau vraiment d'un paysage éditorial? J'en sais rien. Et ça me laisse sans voix de voir voilà, certains milieux ne pas s'emparer de la publication de Imizu en français, parce qu'en réalité c'est un vrai événement. Je pense que la publication de ce tome 4, en tout cas, ça va faire parler, parce que la fin, elle va déstabiliser, laisser sans voix, choquer. Et voilà, ça c'est une certitude, et je peux vous assurer que c'est une fin iconique, et que c'est pas pour rien que je dis ça. C'est très abrupt, hein, mais voilà, ça peut pas laisser indifférent. Et voilà, et comme voilà, c'est le troisième manga de Minoru Furuya qu'on publie, donc il y a eu d'abord Saltines, qui a été en sélection au festival de la BD d'Angoulême, il y a eu ensuite Gerexis avec sa gueule de cul en couverture, et puis maintenant Imizu. Et du coup, je sais que vous allez poser la question, est-ce qu'on va continuer à publier des mangas de Minoru Furuya? La réponse c'est oui. Simplement, je pense que c'est bien de mettre une pause, parce que j'ai l'impression parfois aussi que certaines personnes ne réalisent pas la chance qu'ils ont de pouvoir lire du Minoru Furuya en français. C'est vraiment un auteur qui est tellement important et qui a été paradoxalement complètement boudé en Occident, ce qui est aberrant, ce qui est absolument anormal. Et du coup, on a envie de faire attendre un petit peu, de créer un sentiment de manque peut-être aussi et d'attente avant de vous proposer le prochain Minoru Furuya. Et d'ailleurs, je peux déjà vous dire que le prochain Minoru Furuya ne sera pas dans le label What the Fuck, puisqu'il va intégrer notre label général. L'idée globalement, quand on a proposé les ouvrages de Minoru Furuya, c'était d'utiliser le label What the Fuck pour le présenter avec des ouvrages qui pouvaient avoir l'air plus non-sensiques ou plus trash ou plus étranges. Hein. Et Saltines, je pense que dans les dialogues et l'humour très particulier et très cynique qui était mis en scène, ça collait très bien dans le label What the Fuck. Gerexis, avec son pitch complètement improbable et son personnage en gueule de cul, c'était très bien pour le label What the Fuck aussi. Et Imizu, c'était le dernier que vraiment on voulait faire dans ce label-là. Parce que, en fait, derrière Imizu, même s'il y a un aspect très trash, très poussé, et toujours cette espèce de cynisme très sous-jacent, même pas sous-jacent, en fait, je devrais dire ce cynisme tout court, c'est la dernière œuvre de Minoru Furuya, à mon avis, qu'on pouvait proposer voilà, dans le label What the Fuck, et ça m'intéressait de le faire aussi parce que, justement, c'est l'occasion pour moi de faire un peu le point et le bilan de ce label What the Fuck. L'objectif du label What the Fuck, c'est pas d'être dans le trash gratuit, dans la surenchère, et d'aller toujours dans le too much, le plus loin, le borderline, et le gratuit de manière non réfléchie. Chaque ouvrage qu'on publie, on se pose vraiment la question. On se pose la question de ce qu'il va pouvoir apporter, comment il va pouvoir remuer, est-ce que c'est pertinent ou pas, et c'est beaucoup une collection qui a pour vocation voilà, de continuer à faire quelque chose qu'on fait globalement dans notre éditorial, c'est de brouiller les pistes, ou je devrais peut-être dire de casser les limites, de casser les cases en fait, qui sont très enfermantes, très étouffantes. Et ce que j'ai constaté beaucoup, c'est que en France, on a une espèce de dichotomie entre une culture, on va dire, de masse, populaire, de l'entertainment, comme on appelle ça, et des choses qu'on va considérer comme de l'art, de la grande culture, voilà, des choses qui sont intellectuellement acceptables. Alors cette dichotomie-là, je pense qu'elle est très binaire, elle est beaucoup moins présente, beaucoup moins marquée au Japon. Moi, ce que j'aime vraiment dans le manga, c'est sa vocation profondément populaire, et que justement dans des œuvres populaires, il peut y avoir des propos très pertinents. Et utiliser le gag, l'humour, l'outrance,
dans ce label What the Fuck, c'est aussi pour revendiquer ça, revendiquer que le manga il peut être à essence profondément populaire et quand même regarder plein de choses. Et on va dire qu'une grande majorité des auteurs qui sont publiés au sein du label What the Fuck, c'est vraiment des auteurs avec un grand A entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a des vrais partis pris artistiques qui regardent les choses et voilà, qui sont hors des sentiers battus. Et notre objectif, c'est pas d'aller dans la surenchère pour faire de la surenchère et s'amuser à choquer. C'est pas du tout notre objectif. J'ai des piles de mangas japonais que j'ai lus pour savoir si ça pouvait rentrer dans le label What the Fuck et souvent la conclusion ça a été non. Voilà, je vais pas vous rentrer dans les détails de tous ces ouvrages que j'ai lis. Mais j'en lis plein, des choses trash, des choses gratuites, des choses vulgaires, voilà, pour savoir si on peut les publier ou pas. Et dans beaucoup de choses qu'on lit, on va se dire, bah non, ça ne rentre pas dans le label What the Fuck, parce qu'on ne voit pas cette dimension soit artistique, soit ces partis pris, soit cette manière aussi de regarder le monde, l'être humain, ou de regarder l'entertainment de masse et de s'en moquer. Et donc, quand on ne voit pas ça, on n'a pas forcément envie de publier les ouvrages dans ce label. Voilà, c'était une petite précision quand même que je voulais faire sur le label What the Fuck. Et c'est pour ça que Imizo, ça sera aussi le dernier qu'on pète dans le label What the Fuck, parce que les autres ouvrages de Minoru Furuya ont beaucoup moins l'aspect trash ou outrancier ou cynique ou non-sensique qu'il y a pu avoir dans les 3 œuvres qu'on a publiées. Mais voilà, pour la suite, Minoru Furuya ne sera plus publié dans le label What the Fuck, mais dans le label général. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je sais qu'à chaque fois qu'on va publier des ouvrages du label What the Fuck, c'est toujours une grosse prise de risque. On risque voilà, d'avoir un gros flop commercial, on risque de choquer des gens, on risque de ne pas être compris, on risque voilà, de décevoir aussi peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on réfléchit beaucoup à chaque fois au choix des titres. Est-ce qu'on peut les publier ou pas? Est-ce qu'on peut les mettre dans le catalogue? Est-ce qu'on est capable de les assumer? Est-ce qu'on a envie de les défendre dans une vision justement qui dépasse la vision un peu trash outrancière et aussi cette vision trash outrancière qu'on utilise à fond pour la promotion et la publicité, je l'avoue, mais les ouvrages en eux-mêmes, on trouve qu'ils apportent autre chose, un autre regard, une autre vision. Après pour moi en tant qu'éditeur, c'est vrai que je suis toujours curieux et intéressé de voir voilà, comment les gens vont réagir aux ouvrages, comment ils vont les lire, est-ce qu'on s'est planté ou pas dans la manière de les présenter, est-ce qu'on était trop loin, pas assez loin, est-ce qu'on a été assez explicite ou pas. Mais vraiment, What the Fuck, pour nous c'est un gros laboratoire. C'est un gros laboratoire voilà, qui questionne sur notre culture, sur nos limites, sur nos préjugés, sur notre humanité, sur notre noirceur, jusqu'où on est prêt à accepter les choses. Enfin voilà, je pourrais en parler pendant des heures et je pourrais parler de plein d'autres choses, de réactions que j'ai vues ou constatées en salon, sur internet, avec des libraires, plein de choses. Enfin voilà, il y a toujours plein de choses à dire sur le label What the Fuck. J'aurai sûrement l'occasion d'en reparler à l'avenir, hein, de toute façon. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je pense que c'est assez long comme ça. En tout cas, j'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. Vous êtes curieux, vous avez envie de découvrir ou pas d'ailleurs les ouvrages What the Fuck. En tout cas, j'espère que la collection vous parle, qu'elle vous intrigue et que vous comprenez la démarche aussi éditoriale qu'il y a derrière ça. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube des éditions Akata.